Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Olivier Figueras au micro de Lumière de l'Espérance, l'émission du dimanche de Radio Courtoisie. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce direct. Vous pouvez donc envoyer tout message ou questions que vous auriez et auxquelles nous tâcherons de répondre. Alors, je n'ai pas encore à mes côtés Jeanne Smits parce qu'il y a match ce soir et que, comme je ne sais pas pourquoi on a construit le stade à côté de Radio Courtoisie, et on barre toutes les rues même si le match n'est que ce soir. Donc la pauvre essaye de se garer et ne devrait pas trop tarder à nous rejoindre. Et nous allons parler d'un sujet qui, je l'espère, vous intéressera et que j'ai intitulé « De la Vendée au Mexique, une même persécution ». Et donc, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Reynald Secher, si lui est bien au téléphone, sinon je n'aurai plus personne sous la main. Reynald, vous m'entendez ? Je suis bien, je vous entends très bien, Olivier. Très bien. Bon, j'espère que vous avez trouvé un téléphone qui fonctionne bien. Et eh bien, vous allez nous le dire. Bon, pour l'instant, nous vous entendons, donc c'est déjà une bonne chose. Et en fait, je vous ai invité pour parler de ce sujet parce que vous venez de faire un voyage au Mexique et que vous allez donc pouvoir nous raconter ce que vous avez vu et nous pourrons également parler après des liens que vous faites finalement entre ces persécutions, celle de la Vendée que vous connaissez bien et celle du Mexique dont vous avez découvert certains ressorts. Alors qu'est-ce qui, au départ, vous a amené à vous rendre au Mexique ? Alors, si vous permettez, je vais d'abord expliquer pourquoi et comment je me suis intéressé à la Cristiada et au Cristeros. En fait, ça remonte à un ancien temps, ça remonte au XXe siècle, donc le siècle passé. Le millénaire passé. Le millénaire passé. Et j'étais très intéressé par le franquisme, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois par hasard le caudillo, et ce régime m'a toujours surpris. Et donc, je me suis intéressé au franquisme assez tôt, et à travers le franquisme, j'ai découvert la Cristiada. Alors comment ? Pour la raison tout à fait simple, c'est que à l'origine du soulèvement du général Mola, il y a l'affaire de la Cristiada. Je rappelle les dates, tout de même, c'est important. 1926, soulèvement des Cristeros. 10 ans plus tard, 1936, soulèvement des anti-républicains espagnols sous la tutelle du général Mola, parce qu'on pense que c'est le général Franco qui est à l'origine du soulèvement. Non, le général Franco s'est greffé par la suite, à la suite d'ailleurs de la disparition du général Mola lors d'un accident d'avion, et comme il n'y avait plus de chef, eh bien, on a sollicité le général Franco. Et la justification, entre autres, du soulèvement nationaliste est liée à la répression terrible des Cristeros. Et ça se matérialise de manière architecturale. Si on visite la vallée de Los Caídos, dans le cœur, il y a les stalles des moines, des chanoines, et les miséricordes représentent justement la Cristiada. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au Cristeros, assez légèrement d'ailleurs, hein. Et par la suite, à l'université, j'ai survolé ce mouvement, mais sans aller réellement en profondeur. Alors, je vais maintenant répondre à
à votre question. Alors, je vous interromps une seconde. Jeanne Smith vient d'entrer dans le studio, donc je suppose qu'elle a réussi à se garer. J'ai réussi à me garer un peu par miracle. Les miracles ne sont pas absents du sujet que nous abordons. J'ai invoqué la Vierge de Guadalupe dont nous allons parler aujourd'hui pour avoir une place. Eh bien, je pense qu'elle est contente de cette émission. Très bien. Bonjour à tous les auditeurs, surtout. Reynald, je vous rends la parole. Alors donc, j'ai été sollicité par une tierce personne dans le cadre d'un colloque pour parler, gérer en fait un tour de table sur la Christiada. Et à l'occasion de cet échange avec ce monsieur, on a imaginé faire un pèlerinage sur les traces des Christéros. En fait, c'est la première fois que ce pèlerinage avait lieu et donc tout a été à inventer en la matière. On a été aidé en cela par deux guides, l'ancien directeur d'une agence de voyage qui s'appelle Les Trois Blancheurs et un guide mexicain avec lequel d'ailleurs le directeur des Trois Blancheurs avait l'occasion de travailler, notamment autour des pèlerinages. Donc il nous a créé de toutes pièces un circuit sur place qu'il allait lui-même découvrir en même temps qu'il le menait. Et donc on est allé sur les traces des Christéros et on en a profité pour faire un jumelage entre le mémorial des guerres et de l'extermination de la Vendée et une commune, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors ce pèlerinage a commencé, comme tout pèlerinage au Mexique, par une visite à la Vierge de Guadalupe. Très bien. Alors, effectivement, on ne peut pas dissocier les Christéros de la Vierge de Guadalupe parce que on sait souvent que l'un des cris de ralliement des Christéros était Viva Cristo Rey, mais il y avait un autre cri de ralliement qui était Viva la Virgen de Guadalupe ou Viva la Guadalupe, même de façon plus restreinte. Et donc, l'un ne s'entend pas sans l'autre, d'une certaine façon. Absolument, mais je pense que Jeanne Smith sera plus à même que moi de parler de ce miracle incroyable qui a été le miracle de la Vierge de Guadalupe. Tout à fait. En attendant qu'elle intervienne sur le sujet, pouvez-vous nous préciser un peu ce que vous avez pu voir, vous, côté plus Christéros, si je puis dire? Alors, on a eu un itinéraire qui a été créé de manière empirique, qui est parti de Mexico et qui est allé dans les États de Michoacán et de Jalisco. Et là, on est allé de village en village, de lieu cultuel à lieu cultuel, de monument à monument. Et on a découvert des choses absolument incroyables, comme l'immense monument dédié au Sacré-Cœur qui se situe au cœur même du cœur du Mexique, qui est vraiment gigantesque, magnifique et qui est l'objet d'un culte quotidien de la part des Mexicains. Et donc, on est allé comme ça de site en site et ça a été vraiment extraordinaire au niveau des réceptions des habitants qui étaient émus de voir des Français s'intéresser à leur histoire et plus particulièrement à l'histoire de la Christiada. Alors, cette Christiada, ces Christéros, comme on les appelle aussi, on les a découverts en France, peut-être en Europe, ça je sais un peu moins, de façon très, j'allais dire très épisodique. Il y a eu quelques livres récents sur la Christiada, sur les Christéros.
Je pense, un des premiers a peut-être été celui du Kerali. Mais moi, j'allais dire, j'ai découvert cette épopée à travers La puissance et la gloire de Graham Greene, qui est un roman pour le coup, mais qui est un roman qui exprime dès les années 40, je pense que c'est dès 40 à peu près, que 1940, que Graham Greene Absolument, oui. écrit ce roman. Et s'il ne retrace pas des faits avec des personnages réels, il y a un souffle, un esprit qui traverse tout son roman qui est assez remarquable, je trouve. Enfin, moi, ça m'avait tellement marqué à l'époque que j'ai dû le lire 3 ou 4 fois. Donc, c'est vraiment un grand livre, me semble-t-il, même si, une fois de plus, ça n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'esprit, si je puis dire, ou d'âme. Euh, et... Alors, c'est effectivement vrai, ça a été, je pense, le premier ouvrage qui a fait connaître à un public hors du Mexique l'histoire de la Cristiada. Alors là aussi, ça peut sembler surprenant, mais en fait, la Cristiada était une affaire mexico-mexicaine et on verra ça un peu plus tard, je présume. En fait, elle ne sortait pas de l'histoire mexicaine. Et le premier historien à la faire connaître mondialement a été un chercheur français qui est homonyme d'ailleurs à mon directeur de thèse, qui s'appelle Jean Meyer. Et Jean Meyer est allé dans les années 60-70 au Mexique. Il est à gauche politiquement, donc il n'est pas intéressé réellement par le sujet proprement dit, notamment son aspect religieux. Et en fait, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est au fur et à mesure de l'invention des documents et aussi des témoignages directs, parce que nous sommes en 70, donc on est encore dans un Mexique qui a connu directement la Cristiada, et indirectement parce qu'il y a les enfants et les petits-enfants. D'ailleurs, nous ferons nous-mêmes cette aventure lors de notre de notre voyage. On va découvrir la mémoire. Et lui, là, c'est un énorme collectage. D'ailleurs, c'est assez curieux. Il l'a fait pareillement à ce que j'ai fait quasiment en même temps pour la Vendée. Et il a collecté comme ça des récits directs et il a essayé de travailler sur les archives à la fois officielles, qui étaient difficiles d'accès, mais aussi privées, notamment religieuses. Et là, c'est très intéressant. L'Église l'a empêché, pour des raisons dont on va parler tout à l'heure, d'accéder à ces documents, et les particuliers qui ils vont livrer leurs documents. Alors ça, c'est l'aspect documentaire. Et le deuxième aspect, c'est la mémoire collectée, comme je vous le disais, auprès des témoins de l'époque, des participants, des descendants, mais aussi grâce aux chroniqueurs, parce que, en fait, chaque village mexicain a perpétué la mémoire à travers des chroniqueurs qui, à la fois, ont récolté la mémoire du village et travaillent pour la transmission orale. C'est donc par l'oralité que s'est transmise cette histoire, et on a d'ailleurs profité de cette oralité, aussi bien transmise par des journalistes que par des chefs d'entreprise ou des simples paysans. On a eu en tout cas personnellement tous les cas de figure. Très bien. Alors, dans les connaissances que nous avons en France de cette question des Cristeros, il y a eu aussi un film qui s'appelle justement Cristeros, qui est un film, un beau film assez grandiose. Est-ce que votre voyage, je suppose que vous avez vu ce film, est-ce que votre voyage vous a permis de retrouver, si je puis dire, les traces de ce que ce film nous a apporté?
Alors en fait, c'est la troisième étape. Je vous ai parlé de la première étape qui était la référence à votre film, de la deuxième étape qui est le travail exceptionnel commis par Jean Meyer. Et ce film, Les Cristeros, a été la troisième étape parce que ce film, même s'il a été boycotté en France, a connu un succès planétaire. Alors, quelle est la réalité du contenu du film? En fait, la trame du film est une trame historique. Elle représente bien ce qu'a été la Cruciada. Et puis, bien entendu, pour faire passer le message au plus grand nombre, il y a un aspect romanesque à l'intérieur. Mais globalement parlant, c'est un très bon film historique avec de très, très bons acteurs, très bien tournés dans les lieux que nous avons pu identifier. Donc, vous nous dites qu'effectivement, ce film est bien un film historique. Ça n'est pas, comme on a pu l'entendre parfois, quelque chose de romancé qui s'éloignerait grandement de la vérité, simplement au service d'une idéologie catholique, si je puis ainsi dire. Au niveau du fond, sûrement pas. Je répète, c'est un bon récit historique. Le fond de l'histoire est absolument authentique. Et puis, il y a des expressions ou des aventures qui ont été créées de toutes pièces pour la circonstance. Je prends un exemple très précis. Le martyre du petit José Sanchez est authentique. Le narratif est exact, je dirais presque au détail près. Par contre, la réaction du général Velarde est absolument fausse. Il n'est pas venu sur place tuer les assassins de son protégé. Mais en même temps, ça permet de faire prendre conscience de ce crime, de la réalité de ce sacrifice de ce petit enfant, et ça permet aussi d'exprimer le rapport très proche qu'il y avait entre le général Velarde et San José. Très bien. Jeanne, vous avez, vous aussi, sur la Cruciada des... Eh bien, j'en ai une moindre connaissance, bien évidemment, que Reynald Secher. J'avais été très touchée par le film sur ce petit garçon, José Luis Sanchez del Rio, qui a véritablement subi un martyre. Et ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, le Mexique, 100 ans après le début de la Cruciada, qui se situe en 1926, a quand même marqué l'événement par des événements, par des rendez-vous universitaires ou religieux, et notamment un colloque qui s'est tenu, un congrès, au palais de l'autonomie de l'Université nationale autonome du Mexique. Et je pense que c'est un assez grand événement, puisque le Mexique est demeuré longtemps anticlérical, certainement Reynald nous en parlera, mais actuellement, il y a quand même un intérêt pour cette épopée. Au Mexique, c'est le Conseil des études hispaniques Philippe II qui a co-organisé l'événement, donc en collaboration avec l'Espagne. L'Union internationale des juristes catholiques, elle aussi, a participé, ainsi que le groupe sectoriel des sciences politiques de la Fédération internationale des universités catholiques. Et ça a été tellement suivi qu'il a fallu ouvrir une salle supplémentaire pour accueillir tous les gens qui ont accouru pour se réapproprier cette histoire, et en particulier l'histoire du martyr de José Luis Sanchez del Rio, dont parlait Reynald Secher à l'instant. Et alors, on peut suivre tout ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, oui. Jeanne, j'ai fait une erreur quand je parlais du général Velarde. En fait, c'était le général Grossieta qui était, proche du petit San José. Et donc, ils ont véritablement vécu dans leur chair, ces Cristeros, ce qu'avait demandé
ce que le pape avait demandé de glorifier, c'est-à-dire le Christ roi. Ils ont été, ils l'ont vraiment payé de leur vie, et on peut se dire que leur sacrifice finalement a donné un poids absolument extraordinaire à cette encyclique Quas Primas, par laquelle Saint Pie X faisait véritablement s- prendre conscience de l'importance de la reconnaissance du Christ dans la cité. Parce que quand il n'est pas reconnu, on a le contraire, on a le rejet du Christ de la cité. Tout à fait. Et donc, on est dans cette volonté mexicaine du peuple mexicain de s'opposer à cette persécution. C'est une véritable persécution. Euh, elle est manifeste à plus d'un titre. Nous allons le développer encore avec vous, Oui, Rénal. juste une erreur de ma part, j'ai dit Saint Pie X comme une imbécile, c'est bien sûr Pie XI, quoi, ce primas. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, je n'ai pas les pouvoirs pour ça, mais vous débrouillerez avec eux deux là-haut. Je pense qu'ils ne vous tiendront pas rigueur de cette erreur. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire et qui est essentiel, c'est expliquer comment on en est arrivé là. Le Mexique est un pays incroyablement catholique pour notamment l'apparition de la Vierge de Guadeloupe. Et en fait, ce pays, en 1857, au moment de la de la deuxième constitution mexicaine, qui est pour la première fois violemment anticléricale, mais aussi anticatholique, c'est quelque chose qui a surpris les contemporains, même si la Constitution n'a pas été appliquée sur l'ensemble du Mexique. Il n'en est pas de même avec la Constitution de 1917, qui est rédigée sous la pression des francs-maçons qui détiennent le pouvoir, mais aussi, et ça c'est un détail important, sous la pression des États-Unis protestants, dont la finalité est d'éradiquer au Mexique la catholicité et en même temps de détruire systématiquement, le mot est important, le clergé mexicain. Alors qu'est-ce qu'on reproche au clergé et qu'est-ce qu'on reproche à l'Église? En fait, on reproche trois choses. La première, c'est un contre-pouvoir vigilant, entendu, efficace. La deuxième chose que l'on reproche à cette Église, c'est d'être propriétaire d'une partie importante du territoire mexicain, et on avance l'idée qu'elle s'oppose à toutes les réformes, notamment aux réformes agraires. Et troisièmement, c'est le discours qu'on retrouve dans toutes ces révolutions idéologiques, c'est de dire que le clergé et l'Église s'opposent à toute réforme de fond de la société mexicaine. Alors on va prendre des mesures radicales d'une extrême violence qui sont similaires à celles qu'ont pris la France de 1789 et la France de 1905. On va nationaliser les biens du clergé, c'est-à-dire que du jour au lendemain, l'Église se retrouve sans revenus. Et deuxièmement, on va prendre un certain nombre de mesures extrêmement violentes vis-à-vis du clergé, que l'on va diviser en deux groupes. Le premier groupe, c'est-à-dire le clergé natif, qui va être
persécuté sur place, et le deuxième groupe, le clergé non natif, qui va être expulsé du Mexique. Alors le clergé natif va subir une persécution d'une incroyable férocité qui va passer par des massacres, l'exil, l'emprisonnement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va lui interdire tout culte public, sauf à l'intérieur de l'Église. Troisièmement, on va lui interdire le port de la soutane. Quatrièmement, on va lui interdire le droit à la défense. Et cinquième chose, on va lui interdire le droit de vote. Ceci, évidemment, suscite une certaine émotion au sein et de l'Église et du clergé et de la population chrétienne. Tout ça, ça se passe en 1917. Alors, selon les États, on va appliquer plus ou moins rigoureusement ces mesures, mais dans l'essentiel des États catholiques, on va les appliquer et ça va être très lourd de conséquences parce que cela va choquer la population. Nous venons d'écouter, vous aurez reconnu, je pense, l'air de l'hymne national d'Espagne, de la marche royale d'Espagne. Eh bien, les Cristeros avaient leur hymne, ils avaient repris la musique espagnole, l'air espagnol, et y avaient adapté un chant à la Vierge, un chant décrivant leur lutte, et leur lutte notamment contre le démon. Ils avaient conscience de mener une lutte de fond. C'est donc cette belle marche des Cristeros que nous venons d'entendre dans l'émission Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, dans l'émission animée aujourd'hui par Olivier Figueras, que j'ai la joie d'assister, Jeanne Smith. Nous recevons Reynald Secher pour parler du Mexique sous deux angles, la Cristiada, ce combat des Cristeros, et puis aussi l'histoire de la Vierge de Guadalupe qui est si intimement liée à leur combat. Alors, Reynald, cette Vierge de Guadalupe, vous avez été la voir? Bien entendu. En fait, ce voyage est un pèlerinage. Donc, nous avons commencé par une visite à la Vierge. Alors, on a découvert ce site assez surprenant au cœur de Mexico, qui est en fait un énorme espace qui, décomposé en 3 sous-sites. Le premier site, c'est la base, qui est composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est la chapelle première, qui a été construite pour honorer la Vierge à la suite de l'apparition. Puis ensuite, on a reconstruit un autre bâtiment. Alors la première chapelle, on a l'habitude de l'appeler la chapelle des Indiens. Hein. Le deuxième lieu de culte, alors c'est d'ailleurs très curieux parce que au Mexique, on appelle les églises, les bâtiments des temples, ce qui est évidemment surprenant pour nous. Alors on va utiliser la terminologie mexicaine. Le deuxième temple, en fait, ça a été le deuxième monument qui a été construit pour recueillir la relique. Et puis, dans les années 1970, on a construit une nouvelle basilique dite Notre-Dame de Guadalupe, qui est une basilique assez stupéfiante, qui est d'une incroyable modernité. Et en fait, l'idée a été de construire un bâtiment sous le manteau déployé de la Vierge Marie. Et lorsque nous rentrons au sein de ce bâtiment incroyablement moderne, et qu'on rentre sous le voile donc de la Vierge Marie, eh bien, vous avez le stade 0, hein, j'utilise une terminologie architecturale, qui en fait est la nef de l'église, et au fond
dans le cœur, mais qui est en même temps pas tout à fait un cœur comme nous, on en a l'habitude. En fait, c'est un mur sur lequel est plaqué le cadre qui renferme, parce qu'il a fallu le protéger, la relique de Notre-Dame de Guadeloupe. Et on peut descendre, c'est-à-dire on va N-0, moins 1 plutôt, et là on tombe sur des tapis roulants qui sont, alors, en l'occurrence, relativement lents parce que nous n'étions pas nombreux à lui rendre visite, et qui nous permet de se glisser en dessous du niveau de l'autel et de voir la Vierge Marie en contrebas. Et c'est vraiment assez extraordinaire, avec la possibilité de s'écarter de ce tapis roulant et de se mettre dans un recoin et de prier le temps que l'on veut la Vierge Marie. Très bien. Alors, ça, c'est vraiment extrêmement émouvant. Ça, c'est le niveau numéro 1 de l'ensemble. Et puis, on monte un escalier et là, on arrive en hauteur, là où a eu lieu l'apparition, là où on a construit, en fait, un nouveau temple. Et entre les deux mouvements de terrain, il y a un troisième espace consacré à des statues. Donc c'est un espace statuaire qui représente justement les Indiens de l'époque vénérant la Vierge Marie. C'est un ensemble stupéfiant, magnifique et chronologiquement passionnant pour un historien comme moi. J'imagine ce que ce peut être de se trouver devant cette représentation miraculeuse de la Vierge, que malheureusement je n'ai pas eu l'heure de voir vraiment. Je n'en connais que les représentations, mais c'est déjà assez marquant. Jeanne, on a coutume, j'allais dire, de faire une sorte de parallèle, de dire que ce vêtement de Juan Diego, où la Vierge a imprimé son image, est un peu le pendant du Saint-Suaire pour le Christ. Que peut-on dire sur cette Vierge de Guadeloupe ? Alors, la Vierge de Guadeloupe est essentiellement une image de la Vierge imprimée miraculeusement par un procédé dont on ne connaît pas, qu'on ne saurait reproduire, de l'image de la Vierge telle qu'elle est apparue à Juan Diego. Alors, c'est beaucoup de choses pour beaucoup de Français ne connaissent pas cette histoire. Elle est extraordinaire. Et je vais revenir à votre question dans 2 minutes. La Vierge de Guadeloupe est en fait une apparition à un Indien converti et à qui elle demande de construire un petit sanctuaire, une petite chapelle, à son intention. Et il va voir l'évêque, lui, l'humble Indien, et bien sûr, l'évêque ne le croit pas et dit « il me faudrait au moins un signe ». Et diverses péripéties, plusieurs apparitions se produisent, et à la fin, la Vierge demande à Juan Diego de cueillir les fleurs apparues miraculeusement au sommet d'une colline et de les porter à l'évêque comme signe de la véracité de sa venue sur cette terre mexicaine. On est à quelques années seulement de l'arrivée des conquistadors espagnols. Hernán Cortés est arrivé une dizaine d'années plus tôt et surgit, ou un peu plus, une vingtaine d'années plus tôt. Et voilà que cet Indien converti est investi d'une mission dont il ne comprend pas l'ampleur au départ. Il va chez l'évêque, il a ramassé les fleurs dans sa tilma, à savoir une espèce de poncho en tissu local de très mauvaise qualité et qui se détériore habituellement en l'espace de quelques dizaines d'années. Il déploie sa tilma, faisant tomber les roses. Et l'évêque est évidemment très admiratif de ces fleurs qui sont d'origine castillane. On n'en trouve pas de telles, roses au Mexique, surtout à cette époque. Surtout au mois de décembre. Surtout au mois de décembre. On est en hauteur, il y a quand même un effet de saison et donc une certaine fraîcheur. En tout cas, normalement, il ne devrait pas y avoir de fleurs. Et
miracle supplémentaire devant lequel l'évêque se jette à genoux d'admiration, de regret de n'avoir pas cru. La vision d'une vierge, évidemment la Vierge Marie, évidemment avec les attributs de la femme de l'Apocalypse, et cette impression est un tissu absolument miraculeux sous de nombreux angles. Et c'est là qu'on voit le lien avec le Saint-Suaire, le linceul de Turin. Le linceul de Turin a enveloppé, nous le croyons très fortement pour de multiples raisons scientifiques aujourd'hui, a enveloppé le corps du Christ dans le tombeau et d'une certaine manière témoigne de sa résurrection et nous offre à nous, au XXe siècle, au XXIe siècle, cela a commencé au début du XXe siècle, les études de ce tissu qui recèle d'incroyables mystères que la technique d'aujourd'hui, de ces 150 dernières années, permettent justement de découvrir, d'inventer d'une certaine façon, pour parler comme les archéologues. Le tissu du manteau de Juan Diego, la tilma de Juan Diego, pareillement, pose d'énormes énigmes à la science et a permis aussi de découvrir un luxe de détails que les gens de l'époque du XVIe siècle, on est en 1531, au moment du miracle, les gens de l'époque n'avaient absolument aucune chance de comprendre ce que cela recelait. Le manteau de la Vierge avait pour eux une signification extrêmement profonde, dont nous parlerons peut-être, mais enfin pour notre époque, ce tissu recèle une quantité d'informations et de miracles vraiment spectaculaires qui font que ces deux tissus, l'un pour le Christ, l'autre pour la Vierge, nous apprennent, d'une part, nous remplissent d'admiration, et puis attirent nos regards, peut-être trop techniques, sur des miracles somptueux. Mais alors, sur ce manteau, il y a, si je puis dire, ce qui n'était pas visible à l'époque, mais il y a finalement une double apparition, si je puis dire, parce qu'il y a la Vierge telle qu'elle apparaît à Juan Diego dans son apparition sur sa telle qu'elle apparaît d'ailleurs c'est une vraie photographie au moment où Juan Diego déverse les roses devant l'évêque de Mexico, Juan de Zumárraga. Oui, mais c'est la Vierge telle qu'il l'a vue sur sa colline ou sa montagne, je ne sais pas exactement. Oui, la colline du Tepeyac. La colline du Tepeyac, mais il y a aussi un deuxième temps dans l'apparition, puisqu'il y a aussi les personnages qui voient cette apparition sur le vêtement. Alors ça, c'est le côté le plus extraordinaire, mais encore que je me demande, il y a tellement de choses. Dans les yeux de la Vierge, sur cette image, que des scientifiques ont étudié, mesuré avec tous les instruments de plus en plus perfectionnés dont nous disposons aujourd'hui, on voit une image inversée, comme si ses yeux étaient vivants et comme si on avait une photographie de très haute définition où l'on voit dans les yeux, comme regardez quelqu'un en face de vous, vous verrez que ses yeux reflètent l'image qu'il voit. On a le même phénomène avec les yeux de la Vierge sur la tilma de Juan Diego. On y voit 13 personnages. On voit Juan Diego lui-même avec un visage d'homme naïf, bon, avec son chapeau d'homme du peuple. On voit, pense-t-on, le visage de l'évêque Zumárraga. On voit la servante noire de l'évêque. On voit donc un personnage noir. On voit une famille. Et ça, beaucoup de spécialistes du miracle de Guadalupe sont persuadés que cette image porte un message pour notre temps, puisque ce sont 2 grands-parents ou 3 grands-parents, un homme et une femme et des enfants qui semblaient être là chez Zumárraga, qui recevait énormément de gens dans son bureau finalement. C'était un défilé permanent.
Et donc, et quelques autres personnages qui véritablement donnent une photo à l'intérieur des yeux de l'événement. Donc là, on a la photo de la Vierge avec le reflet de ses yeux. Et ça, c'est fantastique. Donc c'est en fait... Alors, si je peux me permettre, pour Oui. compléter ce que vous venez de dire, on a eu la chance, nous, d'avoir des experts qui nous ont parlé avec une très grande précision de ce tissu, qui n'est pas un tissu, en fait, proprement dit, et qui nous disent, même le mot impression n'est pas le bon mot, parce qu'en fait, ce n'est pas imprimé, et n'ont pas le mot pour expliquer cela. Et au-delà de cela, la tradition indienne disait que lorsqu'on passait devant la Vierge les regardait. Et ça, c'est effectivement, comme vous l'avez si bien vu, Jeanne, ce sont les deux choses qu'il faut distinguer. C'est l'instant T, c'est-à-dire ce que voit l'évêque, parce que le véritable miracle, il est là. C'est-à-dire que le miracle ne cible pas l'Indien, mais cible l'évêque, parce que c'est lui qui consacre, qui voit pour la première fois sur la tilma la reproduction de la Vierge. Et on va lui vouer un culte immédiat, puisqu'il va s'emparer de la tilma pour la mettre dans un lieu sacré, et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ce que Rénal, les scientifiques ne comprennent pas, c'est comment un tel tissu peut avoir traversé 5 siècles. Et l'explication serait celle que vous venez de donner, c'est-à-dire la nouvelle technologie nous permet de rentrer dans les profondeurs de cette projection, et nous permet de découvrir un certain nombre de choses, et notamment que ce que vous disiez tout à l'heure, l'image, la photo, en fait c'est la première photo de l'histoire de l'humanité, vient de la Vierge, mais qui est à l'extérieur de la rencontre entre le paysan et l'évêque. C'est-à-dire que la Vierge ne fait pas partie du cercle intime, mais elle est à l'extérieur. Et c'est ça qui est vraiment stupéfiant, parce que en fait, ils en déduisent, ces scientifiques, que la Vierge était présente de manière invisible. Je voudrais quand même réagir, Reynald, à ce que vous avez dit. Vous dites le miracle ne visait pas l'Indien il a une 50aine d'années en fait. Il est veuf et on sait que la tilma, donc le manteau qu'il porte, lui avait été offert. C'était le dernier cadeau que lui avait offert sa femme avant de mourir. Il était en quelque sorte prédestiné à cette histoire. Mais le miracle de l'apparition de la Vierge à Juan Diego le visait très directement et visait à travers lui tout le monde, tous les Espagnols qui arrivaient au Mexique, qui venaient de réussir une conquête assez fabuleuse, avec peu d'hommes, mais beaucoup d'alliés qu'ils s'étaient suscités parmi une population soumise à la dictature, à la tyrannie aztèque, et avec son luxe de sacrifices humains. C'était véritablement, le continent était sous l'emprise du démon. On a donc ce miracle qui vise Juan Diego qui, après le miracle de la tilma, s'est vu confier la garde de son propre manteau. Il est resté auprès de la tilma pendant le restant de ses jours et jusqu'à sa mort. L'évêque Zumárraga a voulu qu'il joue ce rôle et qu'il raconte son histoire inlassablement aux gens qui venaient le voir. Ce miracle qu'il a visé est vraiment totalement extraordinaire, parce que l'image de la Vierge est finalement c'est une histoire racontée aux Indiens à travers... Absolument. Alors, oui. je suis d'accord avec vous, Jacques. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que celui qui voit, qui constate pour le premier, c'est l'évêque, parce que c'est lui qui est le premier voit cette image. Mais bien entendu, le miracle vise en premier lieu les Indiens. Je fais bien la distinction entre les deux éléments. Et en fait, Zumárraga, l'évêque, c'est lui qui authentifie, et c'est important. Il y a une
confirmation par l'Église de la valeur et de la réalité de ce miracle. Et on voit là que ça fonctionne toujours de cette manière-là. Dans l'Église catholique, il y a des grâces qui sont données à des individus. Parlons de Jeanne d'Arc, puisque c'est sa fête aujourd'hui, c'est la solennité de la Jeanne d'Arc aujourd'hui. Le miracle se produit, mais l'Église se prononce. C'est l'Église qui authentifie et qui donne du poids et qui permet que le miracle porte son fruit. Et en l'occurrence, quand je parlais des Indiens, il y a aujourd'hui de plus en plus de découvertes sur tout ce que cette tilma, cette image, pas forcément pas imprimée, comme vous l'avez dit, Reynald, cette image qui est portée sur la tilma par la Vierge, comporte un langage, des informations, des choses que les Indiens pouvaient voir immédiatement, c'est-à-dire, par exemple, elle a des cheveux noirs séparés au milieu, qui tombent librement autour de son visage. Cela indique qu'elle est vierge, elle n'est pas mariée, elle est vierge, et en même temps, elle porte une ceinture noire, elle est sainte, elle est enceinte, elle a ce ruban noir au-dessus du ventre qui indique qu'elle porte un enfant. Donc déjà, les Indiens, en regardant cette image, pouvaient voir qu'il s'agissait d'une Vierge mère. Ils voyaient qu'elle était drapée du soleil, elle était devant le soleil, elle cachait le soleil. Et bien pour des Mayas, pour des Aztèques, pour des adorateurs du soleil, cela signifie qu'elle est en quelque sorte beaucoup plus grande que le soleil et que le Dieu auquel elle renvoie, puisqu'elle elle parle de Dieu et qu'elle sert humblement, que ce Dieu est infiniment plus grand que le soleil. Donc on a vraiment un message de libération, et puis on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a des livres de toutes sortes qui ont été écrits sur cette image et son message d'hier et d'aujourd'hui. Vraiment, on a le sentiment que non seulement Dieu a voulu envoyer un message à travers ce miracle permis à la Vierge, mais il a voulu que les Indiens y soient préparés dans leur culture, et il a voulu que notre culture du XXe siècle en tire une richesse encore plus grande. Et en fait, cette impression... Je voudrais, si vous permettez, oui. Olivier, je voudrais revenir sur les roses, parce que c'est un détail important, parce que, outre le fait qu'il ne peut pas y avoir de roses le 12 décembre, dans ce lieu notamment, parce que c'est un lieu extrêmement froid, mais en plus, les roses qui ont été vues par l'évêque ne sont pas les roses du pays, mais des roses de son pays à lui, c'est-à-dire de l'Espagne. En fait, il y a un double miracle dans ce petit miracle. Et c'est pour ça que l'évêque, au-delà de l'image, comprend immédiatement que l'importance du miracle et la vérité du miracle. Oui, alors... cette impression, puisque nous n'avons pas d'autres mots miraculeuse, il faudra peut-être un jour que quelqu'un en invente un, cette impression, en fait, elle se fait en 2 temps et en 2 lieux, puisque elle se fait quand Juan Diego est sur la colline et elle se continue quand il est chez l'évêque, puisqu'il y a les personnages qui sont là. Donc il y a la Vierge quand elle est sur la colline, les personnages qui sont chez l'évêque, et donc il y a 2 temps et 2 endroits. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant également, si je puis ainsi dire. Alors nous avons sur Radio Courtoisie un message... Attendez une seconde, Rénal. Nous avons sur Radio Courtoisie un message qui est sans doute moins important que celui de la Vierge de Guadalupe, mais auquel nous ne pouvons pas échapper et qu'il faut absolument que nous fassions, parce que sinon, peut-être que les auditeurs qui ne connaissent pas la radio ne sauront pas ce qu'il contient, et nous allons l'écouter, et peut-être écouter une toute petite pause, quelques secondes ensuite, et puis nous reprenons. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre,
réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Vous venez d'écouter un extrait de la Messe pour les Amériques de Frank LaRocca, musicien et compositeur américain qui travaille à l'Institut Benoît XVI, érigé par Monseigneur Salvatore Cordileone pour la promotion des arts sacrés. Et il s'agissait d'une messe pour les Amériques qui est très axée, évidemment, sur le miracle de Notre-Dame de Guadeloupe et sur la Vierge, qui est la patronne des Amériques. En l'occurrence, vous avez écouté un « Je vous salue Marie » en nahuatl, nahuatl étant la langue des Indiens de l'époque, et c'est aussi la langue en laquelle s'était exprimée la Vierge de Guadeloupe devant Juan Diego. Alors, Reynald, nous avons interrompu pour cette pause. Je vous rends la parole. Je voulais préciser, alors évidemment, je suis un historien, le chrono c'est hyper important, pour conclure ce que disait brillamment Jeanne. En fait, dans le miracle de la Tilmal, il y a deux moments distincts. En fait, il y a deux miracles distincts. Le premier miracle qui concerne directement l'Indien, c'est la découverte et la collecte des roses qui se passe à l'extérieur de la cité, de la petite cité de Mexico. Mais le deuxième miracle, c'est l'instantané. C'est-à-dire que grâce à l'évolution des moyens techniques, les scientifiques ont découvert récemment que grâce à l'étude des yeux, ce que disait Jeanne, que en fait l'impression sur la tilmate de la Vierge qui voit la scène de l'extérieur alors qu'elle est invisible est un instantané. C'est-à-dire que ce miracle se passe au moment où le paysan déploie la tilmate, les roses tombent à terre et l'impression, retenons ce mot qui n'est pas le mot adéquat, se fait à l'instantané. Et ça, les scientifiques l'ont découvert tout récemment, et c'est important de dissocier les deux événements. Ça veut dire l'énormité de ce miracle. Je voudrais, Reynald Secher, revenir aussi un peu sur le miracle des fleurs. Il y a les fleurs qui apparaissent, qui sont cueillies par Juan Diego sur la colline du Tepeyac, et il y a les fleurs sur le manteau et la robe de la Vierge, sur la robe, de la Vierge. Alors, il y a un couple d'Américains polyglottes, ils parlent espagnol, bien sûr, ils parlent américain, ils maîtrisent la langue nahuatl. Il s'agit des époux González, Joseph José et Monique González, qui ont écrit un livre sur le message de Guadeloupe à travers la prophétie des fleurs. Les Indiens, avant d'être conquis par les Espagnols, et avaient donc, il y avait parmi eux les dominants, ceux qui ont imposé l'horrible tyrannie du sacrifice quotidien et par milliers parfois au dieu du soleil, au dieu soleil. Et puis il y a tous les Indiens qui subissent cette tyrannie, et ils sont persuadés, ces Indiens, on le sait d'après leur poésie qui était extrêmement raffinée et nombreuse, ils sont persuadés que les Indiens, que les hommes, n'ont pas la possibilité d'aller au ciel. Il y a une colline qui est une montagne sainte que l'on doit gravir pour atteindre un paradis qui est caractérisé par sa beauté florale, par la merveilleuse quantité de fleurs qu'il connaît et le chant des oiseaux. Et les Indiens ordinaires ne peuvent pas y aller. Les hommes ordinaires ne peuvent pas y aller. Seuls peuvent accéder à ce paradis des fleurs et des oiseaux. Les guerriers morts
à la guerre ou les femmes mortes en couches. Ça ne fait pas beaucoup de monde, ça fait un peuple triste, un peuple qui est persuadé qu'il est destiné à aller aux enfers, à aller dans une réalité de souffrance après la mort, et leur nostalgie, appelons-la comme ça, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, ce qu'ils désirent de tout leur cœur, c'est trouver un moyen de rejoindre la divinité. Et lorsque Juan Diego arrive à la colline du Tepeyac et qu'une jeune fille lui dit viens, viens, et il voit devant lui une sorte de paradis de fleurs et de musique, sa réponse, et c'est la réponse qu'il a transmise de manière si répétée à ceux qui lui demandaient le récit du miracle, c'était « mais je ne suis pas digne ». Et je ne suis pas digne, ça renvoie véritablement à un sentiment profond chez ce peuple qui pense ne pas être digne du bonheur du ciel. Et là, la Vierge lui dit, mais si, viens, j'ai besoin de toi. Et donc, on a ici un miracle qui est très particulier, le miracle des fleurs, qui parle aux Indiens, qui ont ce culte d'un Dieu bon. Certains ont même le culte d'un Dieu unique, mais qu'ils ne connaissent pas, et qui vivent sous l'emprise du mal, du sang, du sacrifice, de la violence, et qui ne savent pas comment s'en sortir, mais qui ont l'intuition qu'ils ne s'en sortiront qu'avec un médiateur entre la terre et le ciel. Donc un symbolisme qui est d'une grande richesse et qui s'exprime à travers les fleurs. Et quand Juan Diego cueille ces fleurs, eh bien pour lui, il est en train d'emporter un morceau du paradis, en vérité. Et quand il arrive chez Zumárraga, qui n'a pas ce tour d'esprit, forcément, lui, il est espagnol, c'est autre chose. Et après, on a le miracle de l'impression et des fleurs sur la robe de la Vierge qui ont une signification très précise dans le langage visuel des Mayas et des Aztèques, et notamment une fleur à 4 pétales qui se trouve au centre sur le sein de la Vierge, en fait, là où elle porte l'enfant Jésus. Cette fleur à 4 pétales indique l'empereur, le roi des rois. Donc, autant de messages que les Indiens reçoivent 5 sur 5. Et dans les 10 ans qui ont suivi, il y a eu tout de même 9 millions de conversions, tellement nombreuses que les franciscains qui étaient chargés d'évangéliser ce peuple n'en pouvaient plus de baptiser. Ils faisaient des milliers de baptêmes par jour. Ils avaient même essayé de faire des baptêmes collectifs avant d'être rappelés à l'ordre par l'autorité religieuse, parce que ça ne se fait pas. Mais vraiment, un basculement de tout un continent, en réalité, de l'emprise maléfique d'une religion véritablement démoniaque pour passer à la religion de l'amour et de la possibilité du bonheur éternel pour tous. Alors, si je peux me permettre, un chiffre, chaque année, en moyenne, les pèlerinages qui se font à la Vierge de Guadeloupe s'élèvent à 15 millions de personnes. Je répète, 15 millions. C'est le plus grand pèlerinage au monde qui se déroule le 12 décembre de chaque année, et ce n'est qu'un des 5 grands pèlerinages religieux du Mexique. On aurait pu faire toute l'émission sur l'apparition de la Vierge. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est pour expliquer l'aspect religieux, bien entendu, des Mexicains, mais aussi parce que l'image de la Vierge de Guadeloupe était le symbole de reconnaissance des insurgés face aux fédérés. Et on l'arborait soit sur le vêtement, comme les Vendéens avaient le Sacré-Cœur, soit à l'intérieur des vêtements, notamment comme les poilus durant la Seconde Guerre mondiale, à l'intérieur des chapeaux, quoi. Puisque je rappelle que durant la Première Guerre mondiale, les politiques français avaient interdit aux soldats d'arborer le moindre signe religieux. Et c'est pour ça que les soldats français avaient le Sacré-Cœur ou autre image pieuse cousue à l'intérieur de leurs vêtements
ou accrochés à l'intérieur de leur casque. C'est, je le rappelle, le premier sanctuaire marial au monde. Je rappelle que vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche. L'émission de Radio Courtoisie, l'émission du dimanche, est animée aujourd'hui par Olivier Figueras. Je suis à ses côtés, Jeanne Smith. Je fais quelques erreurs, veuillez m'en excuser. Je voulais juste, avant de repasser au sujet des Christéros, vous rappeler, chers auditeurs, qu'il existe un documentaire, un film de SAGE, S-A-J-E, qui s'appelle Guadalupe, mère de l'humanité, qui met vraiment très joliment en scène les miracles de Guadalupe. Je vous encourage à le revoir, il existe en DVD. Et c'est un film qui est sorti en 2024. Vraiment, ça vaut la peine. Je pense qu'on peut le télécharger aussi sur le site. Et c'est un film, une mise en scène vraiment très réussie de l'affaire de Guadalupe. Voilà, alors nous avons déjà bien entamé cette émission puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes. Et mon cher Reynald, vous venez d'évoquer les Vendéens qui portaient eux aussi le Sacré-Cœur. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui êtes le spécialiste de cette Vendée, le parallèle que vous faites finalement entre ces Christéros que vous avez découvert plus à fond lors de ce voyage et cette Vendée que vous, Reynald Secher, vous étudiez depuis toujours. Alors, je ne suis pas éternel, mon cher Olivier. Vous me donnez une importance que je n'ai pas. Je n'ai commencé qu'en 1978 et nous ne sommes qu'en 2026. Donc, ça fait 48 ans. Vous venez de traiter d'ancien, si je comprends bien. C'est bien possible. Alors, alors, on va faire la distinction que j'ai faite au niveau de ma thèse sur la Vendée entre bourreau et victime. Et je pense que c'est important de faire cette distinction. C'est ce que j'appelle monter sur la table de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le narratif. Hein. Le narratif, on le connaît, on l'a expliqué plus ou moins bien tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qui fait quoi et pourquoi. Donc d'un côté, nous avons une junte politicienne qui est à la fois imbibée d'idéologie et qui va se donner les moyens politiques et administratifs de mettre en œuvre cette idéologie. Cette idéologie, elle est liée à un courant politique imbibé d'un certain gauchisme. Alors excusez-moi, ça peut paraître antinomique, mais en même temps ça correspond à une réalité libérale. Et tout ça, c'est porté par les francs-maçons qui sont à la tête de tous les régimes qui se sont succédés. Alors, quelle est leur idée? En fait, c'est d'éradiquer, pour des raisons idéologiques, le catholicisme. Et ils sont persuadés que ça passe par l'extinction, c'est un mythe révolutionnaire, du clergé. Alors j'ai expliqué ça tout à l'heure. Ça, c'est la conception du bourreau. Pour mettre cette politique en œuvre, et c'est un point commun avec la Vendée, on va constitutionnaliser. La Vendée, on a légalisé, c'est-à-dire on est passé à travers de lois pour mettre en œuvre cette politique. Là, en l'occurrence, c'est la Constitution de 1917 qui conceptualise les moyens pour arriver à cette éradication et à cette élimination du clergé. D'ailleurs, il y a un mot que j'invente là, on peut parler de cléricide. Vous voyez, ça c'est important. Et d'ailleurs, ça va marcher puisque lorsque cette affaire démarre, on a 4500 prêtres en activité au Mexique et à la fin de cette affaire, il n'en restera plus que 334 et la majorité des États se trouvent absolument dépourvus de prêtres. Donc cette politique a vraiment marché. Bien.
Et du côté des victimes, les victimes, ils se battent pour la liberté, et notamment pour la liberté de conscience. Et ils vont utiliser un certain nombre de moyens, d'abord non violents, qui passent par le boycott d'achat, c'est-à-dire que l'impôt ne rentre plus et l'activité commerciale est en régression. Puis, deuxième moyen qui va être imaginé par l'Église, c'est la suspension des sacrements, ce qui a été un choc absolument terrible pour ces pratiquants. Cette suspension a lieu le premier jour, le 1er août 26. Ça va être la stupeur de la part et du clergé qui applique cette décision épiscopale, mais aussi de cette population violente. Et comme l'État ne réagit pas, ne suspend pas les lois tyranniques qu'il a mis en œuvre, malgré les tentatives de négociation de l'épiscopat mexicain, mais aussi du Vatican, eh bien, les habitants n'ont pas d'autre choix que de se soulever. Et là, c'est le troisième parallèle qu'il faut faire. Cette insurrection, elle est populaire et spontanée, comme pour la Vendée. Et en fait, elle a lieu un peu partout, mais comme pour la Vendée, en même temps, sans qu'il y ait une décision qui soit prise unanimement. Et c'est l'addition de soulèvements qui va imposer un soulèvement général qui va se concentrer sur le Mexique central et aussi le Mexique centre-ouest. Hein. Et bien entendu, c'est tout un peuple qui s'injure pour la liberté. C'est ça qui est extraordinaire. Et notamment la liberté de conscience, contrairement à l'idée que c'est ce gouvernement qui l'apporte. Alors ça, c'est au début de l'insurrection. Maintenant, au niveau de la répression, eh bien, on est exactement dans la même logique totalitaire sous la Révolution française, mais aussi sous la Révolution mexicaine. C'est-à-dire que on va vouloir séparer les femmes, les enfants, les vieillards du reste des populations, c'est-à-dire qu'on va appeler, pousser les femmes, les enfants, les vieillards des campagnes vers les villes qu'on va transformer en camps de concentration, partant du principe que tout ce qui reste dans la campagne doit être éliminé. Alors ça se passe en 2 temps parce que évidemment d'un seul coup le pays ne produit plus rien et l'État décide de renvoyer la population et bien entendu celle-ci ne reviendra pas. Et là ça a été une répression à la fois individuelle, villageoise, collective, de grande ampleur, avec des atrocités absolument incroyables, mais atrocités que l'on retrouve aussi bien en Vendée qu'au Mexique. Et là, je pense, par exemple, au petit San José, dont on voit le sacrifice à travers le film Los Cristeros, cet enfant qui a 14 ans, qui va être fait prisonnier par les gendarmes officiels et l'armée, excusez-moi, hein, il va être torturé pour qu'il renie sa foi. Et comme il ne la renie pas, on va aller très loin dans la torture, on va lacérer ses plantes de pied et on va le faire marcher sur du sel plusieurs kilomètres pour l'emmener dans un cimetière. On va l'allonger et il va devoir creuser sa tombe à la main, et on va l'allonger sur le sol et on va le lacérer à coups d'outils tranchants, couteaux, baïonnettes, etc., pour qu'il renie sa foi, et jusqu'au dernier moment il va refuser et on va le tuer d'une balle, d'une balle et d'un coup de poignard dans le cœur, et il va mourir. On va jeter son corps. Alors c'est stupéfiant la mémoire de tout cela, parce que sa tombe est restée intacte un certain temps. On a retiré par la suite le corps
qu'on a mis dans un reliquaire, et la ville où s'est passé le martyr, Savoyot, a matérialisé cette marche par une représentation en matériaux solides, je crois que ça doit être du bronze, qui représente les plantes du pied de l'enfant sur ce parcours entre son lieu où il était fait prisonnier et le lieu où il va être enterré. C'est extrêmement poignant et ça donne ça a donné naissance à un certain nombre de pèlerinages, mais aussi de manifestations, de souvenirs, manifestations d'ailleurs à laquelle on a participé. Voilà les points communs. Et puis il y a le troisième point, mais que nous verrons tout à l'heure, c'est le problème de la mémoire. Et alors, Reynald, on peut supposer que les autorités mexicaines avaient une connaissance de l'histoire de la Révolution française, mais savez-vous si les Cristeros avaient une connaissance de l'histoire vendéenne ? Alors, dans votre question, il y a deux questions. Alors, indiscutablement, les francs-maçons qui gèrent le Mexique se sont inspirés des lois françaises et des constitutions révolutionnaires. Donc c'est un papier collé avec la même finalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui distingue les mesures prises à l'encontre des Vendéens, c'est le support juridique, puisque le support juridique pour les Vendéens, c'est la loi, et là en l'occurrence, c'est la Constitution avec des décrets d'application. Alors ce qui est très intéressant à noter, c'est que comme pour la Vendée, ça n'a jamais été aboli. C'est-à-dire ni retiré, ni abrogé. À le retrait, c'est-à-dire à un moment donné, on considère, en raison de la nature inique, que cela n'a jamais existé, et abrogé, c'est-à-dire en conscience partagée, le Parlement abroge les lois. Eh bien, comme pour la Vendée, les lois n'ont jamais été abrogées, et là, en l'occurrence, la Constitution n'a jamais été abrogée. Et d'ailleurs, on menace en permanence le clergé, s'il se mêle des affaires publiques, eh bien de rétablir l'application des lois constitutionnelles. Il y a toujours cette menace. Donc, c'est un autre point commun entre les deux types d'extermination de masse programmée, non pas pour ce que les gens ont fait, je répète toujours, mais pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on tue les Cristeros parce qu'ils sont catholiques, et d'ailleurs, je vais prolonger ça dans ma conclusion par rapport à cette partie, et on tue le prêtre parce qu'il est prêtre, on le déporte, etc. C'est pour ça qu'on peut parler d'un cléricide. Le mot que je viens de l'inventer tout de suite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, comme pour la Vendée, c'est le Vatican qui va par-dessus les victimes, c'est-à-dire les Vendéens et les Cristeros, va négocier en direct avec le gouvernement tyrannique de Calès, qui n'est plus au pouvoir d'ailleurs. C'est son successeur qui est au pouvoir. Et donc on va négocier en 29 et on va signer au-dessus de la tête des Cristeros un traité négocié d'apaisement de la situation. Et comme pour la Vendée, cela ne va pas contenter la population, d'autant plus qu'on demande aux Cristeros de rendre les armes, et on paye d'ailleurs les Cristeros pour chaque arme rendue, et une fois qu'ils ont livré leurs armes, on va les exécuter. Vous voyez, c'est Hoche, la fameuse affaire de Hoche, qui vont. En fait, ce gouvernement est chiracien sans savoir. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, les Cristeros vont de nouveau se rebeller un peu plus tard, et ils vont être obligés, faute de moyens, de rendre les armes. Et on a continué à massacrer massivement tous les chefs et les sous-chefs jusqu'en 1941, ce qui fait que bon nombre de ces survivants ont dû s'exiler, notamment aux États-Unis et en Europe. C'est vraiment une histoire qui s'est prolongée. D'ailleurs, on pourrait aller un peu plus loin
dans cette transmission, puisque jusque dans les années 1980, on a eu des témoignages directs avec le successeur, le petit-fils de Garo Sieta, qui nous a raconté que lui, il a découvert par hasard, en regardant le physique du général, qu'il y avait des traits de ressemblance, et par la lecture, que ce général était son arrière-grand-père. Et donc, il a essayé d'en parler à ses parents, et surtout à une tante qui m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il le dise, parce que ça pouvait attirer les foudres de l'État central et de l'État local, et cela pouvait se traduire par des assassinats des membres de sa famille. Nous sommes en 1980. C'est moins le cas de nos jours, mais les officiels qui nous ont reçus nous ont bien expliqué que les réceptions avaient été faites de leur propre initiative sans qu'ils en parlent ni au gouvernement local ni au gouvernement central. Donc il y a toujours une terreur de basse intensité, pour reprendre l'expression d'Arendt, et il y a une certaine omerta. Et d'ailleurs, cette histoire n'est pas enseignée officiellement par l'histoire officielle du Mexique. On a donc affaire à un mémoricide, pour reprendre le terme. C'est vraiment un mémoricide organisé, planifié et toujours en activité. Et juste pour l'anecdote, le dernier des Cristeros survivants est mort en 2016 à l'âge de 103 ans. Et il a été honoré en tant que tel, mais effectivement, ce sont des anecdotes, ce sont des événements épars. Reynald Secher, pensez-vous qu'il soit possible de rapprocher les gardiens du souvenir du génocide vendéen et ceux du Mexique? N'y aurait-il pas un travail à mener à ce niveau-là? Alors en fait, à la suite de cette découverte que j'ai faite, j'ai pris 3 initiatives. La première, dans le prolongement de ce que venait de dire Olivier, de faire un documentaire historique sur cette histoire de la Cristiada. Deuxième chose, on a matérialisé cette alliance par un jumelage entre la ville martyre de Sahuayo et le mémorial des guerres de Vendée qui est à la chapelle Basse-Mer. Et on va donc faire une journée de la mémoire qui aura lieu le 26 septembre de cette année. Et bien entendu, les Mexicains qui viennent, un groupe d'une dizaine de personnes, on va les emmener de Paris à travers les villes de Chartres, le Mont-Saint-Michel, bien entendu en Bretagne, Sainte-Anne-d'Auray, et après on leur fera faire un itinéraire au sein de la Vendée militaire qui se conclura le 26 septembre par une très jolie cérémonie à la chapelle Basse-Mer qui va s'exprimer par l'érection d'un calvaire qui sera érigé spécialement pour les Cristeros et par la construction d'une crypte importante au sein des mémorials, crypte qui va recueillir 2 reliques majeures du petit San José et du prêtre qui a été exécuté en civil, le padre Miguel Pro, et parce que les évêchés et les paroisses nous ont gentiment donné ces reliques majeures. Et donc on les honorera au sein du mémorial de la chapelle Basse-Mer. Et j'en profite d'ailleurs pour nos auditeurs, s'il y a des jeunes qui veulent participer à ces chantiers de construction, puisqu'en l'occurrence, ça sera une construction, ils peuvent s'inscrire auprès de l'association de la Chapelle Basse-Mer, qui est une association qui a déjà fait ses preuves, Mémoire du futur.
Si vous voulez, je peux même donner un numéro de téléphone, 07 61 16 19 92, 07 61 16 19 92, et le chantier aura lieu du 15 juillet au 15 août. Et s'il y a des gens qui veulent nous aider financièrement, eh bien, nous serons heureux d'accepter leur don. Alors, Reynald Secher, il nous reste 4 minutes à peine, donc il faut que nous concluons dans la mesure où on peut conclure sur une rencontre historique de cette ampleur entre deux événements majeurs de l'histoire de France et de l'histoire du Mexique. Vous nous avez parlé d'un jumelage, vous allez donc avoir cette rencontre au mois de septembre. Qu'est-ce que, dans l'avenir, qu'est-ce que cela donnera pour vos travaux et pour l'œuvre que vous avez entreprise? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais réaliser un documentaire, comme le documentaire que je suis en train de faire à l'heure actuelle sur Lyon, que j'ai intitulé Lyon 1793, du citécide au mémoricide. Si on a voulu rayer de la carte Lyon, eh bien, je vais faire le même type de documentaire pour la Crisciada. Et en même temps, on va retourner pour le centenaire de l'assassinat en 2028, de l'assassinat de Saint-Rosé à Saint-Noyau. On retournera participer à cette commémoration. Donc là, puisque les événements sont de même nature, sont guidés par les mêmes idéologies et les mêmes politiques, mais aussi les mêmes moyens, et en même temps, ces deux histoires se sont conclues par un mémoricide d'État, eh bien, on va poursuivre ce travail commun qui, entre autres, va se traduire par le financement de travaux, puisque grâce à ce que j'ai découvert, mais aussi aux échanges qu'on a eus avec les universitaires mexicains, on a décidé ensemble de travailler sur ce sujet, mais en montant, comme je le disais en introduction, sur la table de l'histoire, et on va sortir du narratif pour aller vers l'analytique. Très bien. Eh bien, cher Reynald, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage de votre voyage au Mexique et également de cet avenir de travail commun entre la Vendée et les martyrs Cristeros. Je remercie Jeanne de m'avoir soutenu dans cette émission comme elle le fait habituellement. Et d'avoir donné toutes ces indications sur la Vierge de Guadeloupe. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés et je vous rappelle que j'envoie en général, parce qu'il m'arrive d'avoir quelques ratés, moi aussi, des liens après l'émission. Donc si vous n'êtes pas habituellement... si vous ne recevez pas habituellement mes liens, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email pour que ce soit fait. Et enfin, je remercie Jocelyn qui a réalisé cette émission et je vous dis au mois prochain. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes.
Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.